on va essayer d'éclairer sur différentes approches. En effet, c'est vrai que l'oreillette gauche, elle a longtemps été quand même oubliée dans nos évaluations échographiques quotidiennes, hein, c'est peut-être celle qui passait en dernier ou en tout cas le plus simple. Or, depuis une dizaine d'années, on assiste vraiment à un focus en recherche clinique et aussi fondamentale sur le travail et le fonctionnement de l'oreillette gauche. Et donc, pourquoi est-elle devenue incontournable? Bien, peut-être parce que depuis 10 ans, on s'aperçoit que l'oreillette gauche, c'est un indicateur et un miroir des pathologies du ventricule gauche. Et ça change la donne pour son analyse. Donc, on reconnaît maintenant un concept de remodelage de l'oreillette gauche jusqu'à sa forme extrême, qui est la cardiomyopathie atriale. Deuxième point, c'est l'augmentation de l'incidence et de la prévalence de l'insuffisance cardiaque et de la fibrillation atriale parmi nos patients. Et c'est vrai que forcément, quand on parle d'insuffisance cardiaque et de FA, on va parler d'oreillette gauche à un moment donné. Troisième point, c'est le développement des outils diagnostiques, les progrès considérables en imagerie, écho 3D, IRM, scanner, qui nous font mieux comprendre les concepts et le fonctionnement physiopathologique de cette cavité. Et puis enfin, le développement des procédures interventionnelles de l'oreillette gauche, les ablations de fibrillation atriale, la fermeture de l'auricule gauche, toutes les procédures mitrales aussi nous incitent à nous intéresser de plus en plus à cette cavité qui était jugée marginale jusque-là. Alors, on s'y intéresse parce qu'en fait, l'oreillette gauche, elle va être concernée par un remodelage qui est le marqueur de l'histoire naturelle d'une maladie. Et en fait, vous voyez toutes ces pathologies qui vont toucher l'oreillette gauche. La FA, bien sûr, et les arythmies atriales au premier plan, mais aussi tout ce qui est cardiomyopathie chronique du ventricule gauche avec l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit préservée ou réduite, va impacter le travail de l'oreillette gauche. Les situations de surcharge de volume, et on va parler en particulier de l'insuffisance mitrale, bien entendu, et les situations de surcharge de pression, quand l'oreillette gauche est soumise à une surcharge de pression, comme l'hypertension artérielle, l'hypertrophie VG ou le rétrécissement aortique, il va y avoir un remodelage de l'oreillette, c'est-à-dire une modification de sa structure et de sa fonction. Et puis depuis 10 ans aussi, les travaux montrent qu'au-delà d'être un marqueur de l'histoire naturelle, l'oreillette gauche a authentiquement une valeur pronostique dans toutes ces pathologies citées, dans la fibrillation atriale, dans l'insuffisance cardiaque, quel que soit son type, dans la cardiopathie ischémique, dans l'insuffisance mitrale, dans l'HTA, dans l'AVC ischémique, dans la cardiopathie hypertrophique, et enfin c'est aussi un facteur, un paramètre de mortalité cardiovasculaire et de mortalité toute cause. D'où l'intérêt donc de s'y intéresser. Mais alors de quoi dispose-t-on pour s'intéresser et évaluer l'oreillette gauche ? Eh bien, quand on veut évaluer la mécanique de l'oreillette, il va falloir s'intéresser à sa structure, c'est le premier point. Sa structure, on va l'évaluer par un volume, le volume de l'oreillette gauche en télésystole. Et vous voyez ici, sur ce schéma, on retrouve le volume de l'oreillette gauche maximale. C'est à la fin de la phase réservoir de la mécanique de l'oreillette gauche, juste avant l'ouverture de la valve mitrale, là où l'oreillette gauche va être remplie à son maximum avant de commencer à assurer le remplissage du ventricule gauche. Et puis quand on parle de mécanique, on va parler aussi bien sûr de fonction. Et le paramètre que l'on voit apparaître et qui est étudié, c'est ce qu'on appelle le strain, réservoir de l'oreillette gauche, qui est un marqueur de la fonction cardiaque qui montre à travers de nombreuses études son intérêt progressif. Alors le strain, on va voir exactement, mais on l'analyse surtout, et ce qui est le plus fréquemment retrouvé, c'est ce strain de la phase réservoir de l'oreillette gauche, donc au pic, la télésystole de la phase réservoir. Alors voilà à quoi ressemblent des courbes de strain. Eric vous a montré un patient en rythme sinusal. L'oreillette gauche et le muscle de l'oreillette gauche va s'étirer, donc s'agrandir pour se laisser complètement remplir par le flux qui arrive des veines pulmonaires. Et donc on arrive au maximum, au pic du strain, à la phase réservoir, dont la normale est à peu près entre 35 et 40%. Et puis ensuite, le strain va s'abaisser lors de la phase conduit, puisque là, l'oreillette remplit progressivement le ventricule gauche. Et ensuite, il y a un deuxième pic de strain, qui est la phase de contraction, après, en même temps que l'onde P, donc la contraction atriale va faire un étirement de cette oreillette qui va fournir la phase de contraction. Alors, que se passe-t-il en fibrillation atriale ? Eh bien, vous voyez qu'un patient en fibrillation atriale perd sa contraction atriale, mais la phase réservoir aussi, et le strain réservoir est abaissé par manque de retour veineux au niveau des veines pulmonaires, et puis on perd ce deuxième pic qui est lié à la phase de contraction. Et donc en fait, la compliance de l'oreillette gauche, ou ce qu'on appelle donc le strain réservoir, il est altéré en cas de fibrillation atriale, en particulier à cause de la fibrose et la perte de la fonction pompe.
Alors, quels sont les déterminants de ce strain réservoir? Dans les études dont nous disposons, il y a 3 facteurs déterminants. Les pressions de remplissage du ventricule gauche, c'est-à-dire plus les pressions sont élevées dans le ventricule gauche, plus le strain réservoir va être abaissé, avec une corrélation qui, vous voyez, est raisonnable, on va dire, à 0,5, ce qui en fait un facteur déterminant pour l'évaluation des pressions de remplissage. Deuxième point, c'est le strain global longitudinal du ventricule gauche. Les deux chambres sont interconnectées en systole, là où le raccourcissement va être maximal du ventricule gauche. Ça entraîne l'oreillette gauche avec elle-même et ça lui permet de s'étirer. Et c'est cet ensemble et cette interconnexion qui vont dépendre et faire dépendre le strain réservoir. Donc le strain réservoir dépend du strain du ventricule gauche. Et puis troisième point, c'est aussi le volume de l'oreillette gauche. Plus il est dilaté, plus le strain est abaissé. Alors là, c'est tout le doute du concept pathologique ou pas, parce qu'il y a probablement une histoire géométrique. Plus une cavité est dilatée, moins elle a besoin de s'étirer pour fonctionner correctement. Donc là, c'est des lois aussi mathématiques et géométriques. Alors, avec cette attaque de l'oreillette gauche et son remodelage, se pose bien sûr la question de la définition. Comment définit-on une oreillette gauche remodelée? Ce qui est sûr, c'est que c'est défini comme étant un changement persistant de la taille ou de fonction de l'oreillette gauche, qu'il peut être purement électrique, ce remodelage, et donc sans aucune conséquence fonctionnelle ni structurelle, ou il peut être purement fonctionnel sans aucune conséquence structurelle, c'est-à-dire une altération du fonctionnement, mais sans dilatation de l'oreillette gauche. Donc vous voyez que tout ça peut arriver indépendamment, de façon séquentielle, et en tout cas remodeler l'oreillette. 2 facteurs et 2 paramètres sont retenus dans la littérature assez forts. C'est un volume plus de 34 ml par mètre carré et un strain inférieur à 31%, qui ont montré qu'il y avait un risque multiplié par 2 et multiplié par 4 de passer d'une fibrillation atriale paroxystique à une fibrillation atriale persistante quand on avait ces critères. Voilà, ça n'en fait pas la définition du remodelage à l'heure actuelle, on n'en est pas là, mais ce sont des paramètres qui nous font évoquer un risque. Jusqu'au concept de cardiomyopathie atriale, donc là c'est l'oreillette qui est malade, changement structurel, changement architecturaux, changement contractile, changement électrophysiologique, qui vont pousser à une situation d'inflammation globale et à la formation de caillots et de thrombie dans l'oreillette. Alors, comment on fait en pratique? En pratique, pour analyser l'oreillette gauche, ce qu'on connaît tous, on a tous appris à faire, c'est un diamètre antéro-postérieur. Alors, on va voir, on peut continuer à le faire pour une pathologie spécifique, mais sinon, la dilatation de l'oreillette gauche n'est pas uniforme. Un diamètre antéro-postérieur ne suffit pas à analyser un remodelage de l'oreillette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un volume maximal de l'oreillette gauche en fin de systole, avec une vue dédiée sur l'oreillette gauche, un volume Simpson biplan, indexé à la surface corporelle, sauf comme l'a dit Eric, chez l'obèse, avec une valeur normale à moins de 34 ml par mètre carré. Un point particulier pour ce volume, c'est que si vraiment vous voulez optimiser votre évaluation de l'oreillette, eh bien, il faut optimiser votre vue. Et la vue, pour évaluer l'oreillette gauche, le grand axe de l'oreillette gauche n'est pas le même que le grand axe du ventricule gauche. Donc, ce n'est pas sur votre FEVG qu'on peut évaluer un volume de l'oreillette gauche. Il faut becquer la sonde un petit peu plus postérieure pour aller chercher le grand diamètre et le grand axe de l'oreillette gauche. Donc ça, c'est un point important. Alors, en 3D, on peut évaluer aussi les volumes en 3D. On a des logiciels maintenant qui sont relativement performants, qui montrent des choses intéressantes. Une excellente corrélation avec l'IRM et le scanner, bien plus précise qu'avec le 2D, une moindre variabilité des mesures. Et donc, si vous disposez d'une sonde 3D, essayez de faire progressivement des 3D de l'oreillette pour s'habituer à cette technique-là qui peut être plus reproductible et plus facile. Et puis pour la fonction, le strain, on a vu cette courbe-là que je vous ai détaillée à l'instant, donc avec la méthode du speckle tracking, c'est 2 points, et on va surtout s'intéresser au strain réservoir. Alors comment on fait un bon strain? Eh bien, il faut standardiser ces mesures. Une vue focalisée sur l'oreillette gauche, 2 cavités ou 4 cavités, un secteur image le plus étroit possible, vous voyez ici sur cette représentation, pour aller vraiment se fixer sur l'oreillette, prendre toutes les parois. Attention à vérifier votre qualité d'image, et notamment quand on a des anneaux mitraux très calcifiés, ça donne des artefacts, des cônes d'ombre, et donc vous ne voyez pas de parois, donc vous ne pouvez pas calculer de strain. À acquérir plusieurs battements, 3 à 5, pour pouvoir relever ensuite ce pic de strain réservoir dont la norme est entre 38 et 40%.
Alors, quelles implications cliniques de ce remodelage et de ces évaluations? Eh bien, la première chose, c'est qu'avoir une oreillette gauche dilatée, c'est fréquent dans nos laboratoires. Soit on a une étiologie évidente, une valvulopathie ou une cardiomyopathie. Si ce n'est pas le cas, il faut se poser la question. Deux hypothèses possibles. Soit c'est une élévation chronique de la pression de l'oreillette gauche, et donc sous-jacent, est-ce qu'il y a une dysfonction diastolique et une élévation de la PT-DVG? Deuxième point, ça peut être une arythmie, qu'elle soit paroxystique ou infraclinique, qu'il va falloir rechercher. Et enfin, si vous n'avez rien de tout ça, posez-vous la question d'un shunt qui n'est pas visualisé, ou une insuffisance mitrale qui serait sous-estimée, ou des erreurs de contourage de votre oreillette. La première situation, c'est la surcharge de volume avec l'insuffisance mitrale primaire. On connaît maintenant le rôle majeur de l'oreillette gauche dans les scores de risque de mortalité de l'insuffisance mitrale. Et dans les recommandations, chez un patient asymptomatique avec un volume à plus de 60 ml par mètre carré ou un diamètre à plus de 55 mm, on peut référer ce patient pour une chirurgie précoce de la valve mitrale. Dans la fibrillation atriale, on a maintenant des preuves que l'oreillette gauche et ce remodelage permet d'identifier les patients à risque élevé de développer une fibrillation atriale, d'évaluer le risque de récidive de FA après une cardioversion ou une procédure d'ablation, d'évaluer le risque d'infarctus cérébral chez un patient en fibrillation atriale, mais à ce jour, les scores de risque restent uniquement cliniques et donc il n'y a pas de paramètres de remodelage de l'oreillette. Erwan Donald vous en reparlera en fin d'après-midi. Les situations d'élévation de la post-charge, dans l'HTA, l'oreillette gauche, c'est considéré comme étant une forme d'atteinte terminale de cardiopathie hypertensive. C'est un facteur prédictif de fibrillation atriale et d'AVC ischémique, même chez les patients en rythme sinusal. Donc nous regardons nos oreillettes chez nos patients hypertendus. Idem dans le rétrécissement aortique, c'est un facteur prédictif d'événement chez les patients en rythme sinusal. Dans la cardiomyopathie hypertrophique, les recommandations disent bien qu'il faut évaluer le diamètre de l'oreillette gauche et qu'un diamètre à plus de 45 mm doit faire rechercher par un Holter ECG une fibrillation atriale si le patient est en rythme sinusal. Et puis, c'est intégré aussi dans le score de risque de mort subite, vous le connaissez, même si le dernier score américain ne parle pas de l'oreillette gauche. Le strain réservoir est associé à l'insuffisance cardiaque. L'augmentation des pressions de remplissage avec une augmentation du E sur E' est liée avec une diminution du strain réservoir de l'oreillette gauche et les études tendraient à nous montrer invasives qu'il y a une meilleure corrélation avec les pressions capillaires pulmonaires que le E sur E' et que le volume indexé de l'oreillette gauche. Que le remodelage serait un facteur prédictif pour distinguer les patients à insuffisance cardiaque diastolique de ceux avec une dysfonction diastolique asymptomatique. Donc des pistes pour aller dans ce sens-là, pour évaluer le strain de l'oreillette gauche quand on veut évaluer une dysfonction diastolique, quand on veut évaluer un patient avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et faire le diagnostic, quand on veut évaluer la pression de l'oreillette gauche et qu'on suspecte une élévation. Et c'est au vu de tous ces papiers et ces résultats que cet algorithme que vous a présenté Eric propose de rajouter le strain de l'oreillette gauche dans ces situations ambiguës au milieu pour évaluer la pression de l'oreillette gauche. Alors oui, les oreillettes demandent une attention particulière, elles sont incontournables. Dans l'HTA, dans l'insuffisance cardiaque, dans la fibrillation atriale, dans les valvulopathies et dans les accidents vasculaires cérébraux, il y a de nombreuses études qui sont en cours et en développement. Donc au minimum, c'est évaluer un volume maximal de l'oreillette gauche et si vous avez, essayez de faire un strain réservoir de l'oreillette gauche pour l'évaluation des pressions de remplissage dans les situations en zone grise. Voilà, je vous remercie.